Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce nouveau live Occitanie Basket Formation. Pour ce soir, on a le plaisir d'accueillir Julien Corin. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Fabien. Comment ça va, Julien? Écoute, ça va très bien, hein? Ça va, et toi? Tout se passe bien à Toulouse? Très bien, on profite du soleil toulousain Oui, 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 je vois que aujourd'hui. vous avez même été fermé pour éviter que vous alliez trop au soleil, C'est justement. vrai, c'est vrai que ce virus nous impacte tous. Donc on est ravis de vous réaccueillir en tout cas sur ce temps de formation, à cet horaire du couvre-feu. Donc on vous espère nombreux pour nous suivre. N'hésitez pas à nous poser quelques questions sur le fil d'actualité du Facebook de la Ligue et pour que Julien puisse répondre à vos interrogations et vos questions. Donc Julien, je vais te laisser la parole puisque tu vas intervenir aujourd'hui sur les priorités défensives chez les jeunes joueurs, principalement sur les catégories U15, on va dire, puisque on le Euh, rappelait là, très rapidement, mais tu es CTF sur la Ligue d'Occitanie et entraîneur sur le pôle espoir de Montpellier, sur les sélections régionales, sur les sélections de zone. Donc, tu as un parcours dans la formation des jeunes joueurs. Voilà, donc tu vas nous parler de ces éléments qui te tiennent à cœur. Voilà, donc je te laisse la parole, Julien, pour cette heure qu'on va passer ensemble. Merci à toi Fabien. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà, j'essaie de maîtriser, c'est parfait. Voilà, donc ce sera plus de l'information que de la formation, hein. Mais l'idée, voilà, c'est de parler effectivement de certaines notions, d'aborder certaines notions, comment nous on les aborde sur la formation du jeune joueur, dans le parcours de performance fédérale, voilà, et de pouvoir mettre en avant le fait que ces notions-là, on peut les enseigner, je pense, et les répéter, même sur des catégories inférieures. Voilà, je vais plus parler de comportement que de savoir-faire technique, voilà, et je vais m'axer sur certains comportements que je vais vous présenter maintenant. L'idée, c'est de partir sur un constat, c'est que la défense, tout simplement, c'est pas forcément naturel chez le jeune joueur et la jeune joueuse. Voilà, un jeune joueur ou une jeune joueuse de nature, quand il fait du basket, ce qu'il veut d'abord, c'est avoir le ballon, c'est tirer, c'est marquer des paniers, et c'est tout à fait entendable et légitime. Donc c'est aussi nous, voilà, formateurs, qui avons, je pense, ce devoir de leur enseigner. Et évidemment, comme tout ce qu'on peut enseigner, il faut être capable de le répéter. Voilà, parce que chez les jeunes joueurs, c'est pas parce qu'on va leur en parler une fois que ça va être acquis, bien au contraire. Voilà. Et l'idée, pour moi, c'est que les jeunes, ils ont besoin d'être activés et de comprendre l'intérêt d'un projet défensif. Voilà. Donc, au travers déjà d'explications claires et puis ensuite de répétitions dans les séances d'entraînement, dans les séquences d'entraînement et un lien vraiment avec la compétition. Voilà. Et pour moi, c'est réellement un projet collectif. Voilà. C'est à la fois des savoir-faire individuels, défensifs, hein, mais qui partent d'abord sur des comportements, d'un investissement dans les comportements, pour ensuite être vraiment un projet collectif global. Pourquoi dès le plus jeune âge? J'essaie vraiment en introduction d'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette réflexion et cette présentation. Très rapidement sensibiliser les jeunes joueurs à l'intérêt de défendre. Voilà, ça me paraît important. Alors ça me paraît important pour pas mal de raisons, comme je l'ai dit plus tôt, comme je le répéterai souvent dans mon intervention. Je pense que plus on sensibilise les jeunes joueurs à l'intérêt de défendre, plus de toute façon les savoir-faire techniques offensifs vont se développer. Voilà. Moins on va les faire défendre, plus on va être en ce qu'on appelle en protection, défendre loin, pas mettre beaucoup d'intensité, plus forcément les savoir-faire offensifs vont être biaisés entre guillemets puisqu'ils seront dans le confort, voilà, les attaquants. Ça, c'est un petit peu ce que déjà je ressors. Ensuite, c'est la notion d'investissement dans un projet. Voilà, ça permet notamment d'obtenir des paniers faciles chez les jeunes joueurs. La réalité, c'est que dans les catégories U11, U13, pour souvent les voir, hein, même sur les niveaux, même sur entre guillemets, les plus hauts niveaux U13, le niveau national U13, hein, sur les finales nationales par exemple, quand il y a un projet défensif fort, il y a quand même des paniers faciles et la réalité c'est que sur demi-terrain, c'est plus compliqué de marquer des paniers sur ces catégories d'âge. Donc déjà, les investir dans ce projet-là permet aussi collectivement de pouvoir marquer des paniers faciles.
Et ensuite, moi, c'est toujours ça qui m'anime, c'est faire prendre conscience de l'importance très rapidement de reconquérir la balle. Voilà, quand on perd la balle ou qu'on marque un panier, on passe d'un statut d'attaquant à défenseur. Et je pense que très vite, il faut arriver à faire en sorte que ces joueurs, son équipe, soient investis sur le fait de très vite reconquérir le ballon. Voilà, et ça me paraît quelque chose de fondamental. Et l'intérêt de ne pas avoir de comportement passif sur ces phases de jeu. Voilà, le jeune joueur va jouer que lorsqu'il a le ballon. Et ben c'est pareil pour le défenseur, souvent il va défendre que lorsque son adversaire direct a le ballon. Et tout ça, je vais essayer de vous l'imager, de vous montrer quelques images. Et évidemment, tout ce que je vais vous présenter, c'est encore une fois ce que nous, moi, par la même occasion, pouvons mettre en avant dans ces catégories-là. Aucunement, je dis que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'insiste là-dessus. Hein. C'est vraiment, voilà, je montre certains comportements et certaines choses qui sont dues à une réflexion depuis quelques années sur ces catégories-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu un projet de jeu défensif. Alors, je vais l'aborder de façon très brève, hein, autour de 4 axes forts. Là, j'ai dit que c'était les U15 parce que c'est vrai que c'est entre guillemets le domaine où j'interviens le plus, voilà, que ce soit au Pôle Espoir, que ce soit en sélection régionale, mais on peut très bien le décliner sur les U13 hein, sans aucun problème, voire même la plupart des choses, on peut les décliner un petit peu avant, notamment tout ce qui est lié à la défense porteur, aux transitions, au rebond, voilà, en abordant toutes ces notions-là dès le plus jeune âge. Les 4 axes que je vais aborder en essayant d'imager, en essayant d'être le plus clair possible dans ce que je veux vous expliquer, ce sont la défense porteur, voilà, ce sont la défense non porteur, évidemment, voilà, qui pour moi sont complètement liés. Tout ce qui est lié aux transitions défensives, voilà, et enfin, la dernière, c'est le rebond défensif. Voilà, donc 4 axes que je vais essayer d'aborder sur cette petite heure. C'est pour ça que je dis que c'est plus de l'information que de la formation, hein, et j'essaye de les imager pour faire en sorte que ce soit plus, déjà plus confortable pour vous plutôt que de m'entendre parler pendant 1 heure sans avoir rien en face. Et ensuite pour étayer effectivement les propos que je vais mettre en avant. On va partir sur la défense porteur. Donc pour moi, c'est un élément évidemment fondamental de plus jeune âge. La défense porteur, c'est pour moi le jeune joueur va se protéger naturellement. Voilà, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais naturellement, le jeune joueur va se protéger. Si on n'investit pas dans un projet défensif sur porteur de balle, sur cette notion de duel, moi j'insiste beaucoup sur cette notion de duel, naturellement le joueur va se mettre à 2 mètres pour éviter de se faire passer, mais va pas forcément avoir de vraies attitudes, il va avoir les bras le long du corps, peu de flexion, peu d'activité et des attitudes assez attentistes. Alors je vais montrer quelques images pour étayer ces propos-là. L'idée c'est simplement de pouvoir vous montrer ce que justement nous on met en avant tout de suite. Voilà. Dès la réception de balle, on voit que cette joueuse, vous voyez, est peu fléchie, hein, ce sont des U15, hein, ce sont des U15 en plus d'un bon niveau, donc voilà, il n'y a pas de jugement de valeur en plus, hein, c'est vraiment pour dire que c'est de la répétition. Cette joueuse est peu fléchie, les bras le long du corps, et elle recherche juste à rester à niveau de sa joueuse, voilà, elle cherche à rester face à sa joueuse, mais vraiment elle ne met aucune pression sur la balle. Alors, pourtant en plus là on peut dire que c'est une poste extérieure. Après on pourra évidemment discuter des profils de joueurs et de ce qu'on peut faire, notamment sur les postes extérieurs. Nous, on est très sensible à mettre un petit peu d'activité, voilà. Et elle va simplement reculer, et en étant en plus dans des attitudes peu fléchies, ce qui fait que forcément, elle est sujette à se faire passer, à se faire attaquer. Voilà, là, on le voit, hein, elle est simplement en train de reculer, elle ne s'intéresse pas du tout à ce que fait le porteur de balle. Et forcément, quand le porteur de balle prend de la vitesse, elle va être en retard, voilà, c'est ce qui se passe ici, et derrière, elle va faire ce qu'on appelle courir après la balle, et ce qui crée, là, ici, une situation favorable pour l'équipe qui attaque, puisque forcément, ça va générer des joueuses qui défendent sur nos porteurs qui vont être aspirées par le ballon. Là, c'est le cas, voilà. Et ces images-là, c'est des images qu'on voit souvent chez les jeunes joueurs. Voilà, on voit souvent ça, vous voyez, là, ici, pareil, en réception, la joueuse tout de suite se protège, voilà, recule, et donc forcément est plus sujette à se faire attaquer, voilà, et à tourner les appuis comme on le voit là, et derrière forcément on voit une joueuse qui vient ici fermer l'accès au cercle, ce qui laisse un espace de passe plus facile
Voilà. Et vraiment, dès le plus jeune âge, on essaie de les sensibiliser sur ces aspects-là. Là. Vous voyez, dernier, pour étayer ses propos, cette joueuse-là qui est loin de la balle. Et forcément, ben, une fois qu'elle s'est fait attaquer, elle n'est pas du tout activée, elle n'est pas du tout sur ses appuis pour défendre. Et derrière, ben, voilà, un panier facilement encaissé, parce qu'après, on parlera aussi de ce qui est lié à la défense non porteur. Mais l'idée de mon intervention sur la défense porteur, alors, si je maîtrise. Pas très bien. C'est vraiment d'expliquer voilà, que très vite on peut enseigner plusieurs aspects voilà, sur des comportements, beaucoup de pression sur la balle. Alors on peut toujours discuter des envergures et de la vitesse de pied de certaines joueuses et certains joueurs, notamment quand on rentre dans le parcours de performance fédérale, où des fois on rentre forcément des grands au pôle espoir par exemple, qui ont beaucoup moins de vitesse de pied que des profils extérieurs. Et pour autant, on a cette notion, et même sur le niveau, on entend souvent cette notion de ni trop près ni trop loin. Voilà. On parle toujours d'envergure, et donc on parle toujours d'être capable de se mettre à un bras. Hein, voilà, le bras en avant fait que cette notion-là fait l'espacement entre l'attaquant et nous. Par contre, aucunement nous on enseigne de reculer, de se mettre à 2 mètres et de se protéger. Voilà. Et évidemment, nous on est même dans l'excès. On est même dans l'excès, voilà, beaucoup de pression sur la balle. On parle souvent de cette notion de contacter en réception, c'est-à-dire on contacte le joueur en attaque qui reçoit la balle est de suite touché. Voilà. Le fait d'être touché fait qu'il ne peut pas rentrer dans le tir, et derrière on s'organise pour justement, s'il ne peut pas tirer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attaquer dans le 1 contre 1, donc être prêt derrière à reculer. On en parle un peu plus tard, et ensuite on parle très très rapidement de tout ce qui est activité des bras. Voilà. Je pense que quand on défend sur porteur de balle, si on défend avec les bras le long du corps, ou si on défend loin du joueur et qu'on ne met pas d'activité de bras, c'est compliqué. Voilà, on doit être capable de mettre beaucoup d'activité de bras, voilà, d'utiliser son envergure, hein, notamment parce qu'en plus, bah, plus on monte dans la filière, bah, plus on a des joueuses et des joueurs qui présentent de belles envergures. Et ensuite, c'est toujours cette notion d'ouvrir les bras au contact. Être capable d'accepter le contact au torse, voilà, quand on se fait attaquer. Et une fois qu'il y a le contact au torse, être capable d'ouvrir les bras, de prendre de l'envergure, tout en ayant une attitude fléchie. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques images de ce que nous, on demande, et c'est des choses qu'on répète évidemment quotidiennement, hein, que ce soit sur les séquences d'entraînement, que ce soit dans la compétition. Voilà, là, on voit ce joueur ici, là, qui est au contact, vous voyez, qui se fait attaquer, qui donc ouvre les appuis. Je n'ai aucunement parlé de cadrer ou d'ouvrir les appuis pour l'instant. Là, vraiment, je parle de ce qui est lié à la défense porteur, être au contact du porteur de balle et être prêt à reculer tout le temps. Et là, on voit ce joueur voilà, qui est capable de se faire attaquer, de venir freiner ici. Voilà, il vient freiner ici. Et une fois qu'il a freiné le dribble, il se remet face au porteur de balle et là, il va mettre beaucoup d'activité de bras. Alors évidemment, je vous montre des images où le défenseur est mis en valeur. Hein. Pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais voilà, là, ici on voit une joueuse qui tout de suite, là sur la phase de rebond, donc je vais remettre, voilà, puisque j'ai mis une fois, tout de suite sur la phase de rebond, on passe du statut d'attaquant à défenseur, on viendra progressivement, et donc tout de suite, va défendre sur la joueuse, et là, voilà, reste face à elle, voilà, met les mains, freine le dribble, et une fois qu'elle a freiné le dribble, elle se remet face à elle, et là, met beaucoup d'activité de bras pour générer, voilà, soit effectivement une passe ratée, voilà, mettre plus en difficulté le porteur de balle. Je crois que je me suis un peu avancé. Voilà. Et je vais vous montrer une dernière image là, par rapport à ça, voilà, de ce que nous on demande voilà, en termes de comportement. Voilà. Ces notions-là de toujours aller agresser le porteur de balle en étant dans des attitudes, comme vous l'avez vu là, fléchies, être capable d'accepter de se faire attaquer, voilà, reprendre le contact, et ensuite se remettre face, ouvrir les bras, voilà, mais surtout de ne pas avoir des attitudes attentistes, comme j'ai pu le montrer au début, défendre à 2 mètres et se protéger. Voilà, même quitte à être dans l'excès. Pourquoi être dans l'excès? Parce que je pense qu'offensivement, les jeunes joueurs et les jeunes joueuses, derrière, devront trouver des solutions pour attaquer, et donc vont développer d'autres savoir-faire techniques offensifs. Voilà. C'est pour ça que moi, dès le plus jeune âge, on est vraiment sensible à ces attitudes sur les défenses porteurs. Voilà. Et ça permet aussi de s'y retrouver offensivement. Voilà. Et petit à petit, on met évidemment du contrôle. Voilà, progressivement, on met du contrôle. Julien, j'ai une petite question qui vient d'arriver par Facebook.
Vous parlez de pression défensive en touchant le porteur à réception, mais est-ce que vous le demandez à le faire des deux côtés du terrain, même pression défensive, du coup, quand tu es sur une défense sur tout le Oui, terrain, ou la réception du ballon, comme tu l'as montré sur le rebond tout à l'heure? tout à fait. Ouais. C'est un comportement qu'on verra après, quand je vais parler des transitions. Voilà. C'est vraiment cette notion, alors j'en parle un petit peu maintenant, c'est cette notion de défendre en avançant. Donc tout de suite, quand on perd la balle, on est capable d'avancer vers la balle et donc d'essayer de tout de suite être au contact du porteur de balle pour freiner la remise. Voilà. Donc ça peut être sur une situation de rebond défensif. Voilà. Donc là on sera sur une situation tout terrain. Comme après ça peut être sur une situation de remise en jeu sur demi-terrain. Et cette notion, après, comme je parlais, d'être capable de gérer avec son envergure. Évidemment qu'une joueuse d'un mètre 95 qui a une vitesse de pied un petit peu plus lente, elle va devoir faire en sorte d'utiliser son envergure pour pouvoir reculer et pas se faire attaquer tout le temps, et pas se faire transpercer tout le temps. Mais en tous les cas, dans la notion de ce qu'on enseigne très vite à tout le monde, et notamment dès les U13, hein, parce que là, il n'y a pas longtemps, on a eu la chance de pouvoir réunir certains U13 pour les tenter au Pôle Espoir, c'est cette notion vraiment de tout de suite toucher le porteur de balle. Voilà. Merci Julien, je te laisse poursuivre. Par rapport à la défense porteur, ensuite, ben voilà, je pense que j'ai abordé vraiment cette notion de contact en réception, cette notion de pression sur la balle, d'ouverture des bras, en essayant de l'étayer avec certaines images, voilà, et notamment surtout ce qu'on ne veut pas en termes de comportement. C'est surtout ça, à la limite, ce soir que vous pouvez retenir, si vous voulez retenir quelque chose. Et ensuite, ben forcément, plus on va monter de niveau, plus le fait de mettre de la pression sur la balle fait qu'on va se faire attaquer. Et plus on va avoir affaire à des forts joueurs. Donc il faut toujours investir nos jeunes joueurs dans un double projet sur le porteur de balle. C'est cette notion de ne pas prendre de tir en réception et donc d'être au contact. Parce que si mon joueur reçoit la balle et que je défends à 2 mètres, ben, il va armer. Voilà. Et derrière, ben forcément, si je suis au contact, il faut que je sois prêt derrière à me faire attaquer. Et donc cette notion de flexion, cette notion d'être prêt à reculer tout le temps. Voilà, et donc les investir dans ce projet-là aussi, où là on va montrer quelques images aussi, où on voit voilà, la joueuse qui, voilà, tout de suite, tout terrain est au contact, et derrière, bah, elle est prête à reculer. Elle cherche pas, voilà, elle est prête à reculer, elle reste au contact, mais elle se fait attaquer. L'attaquant prend un peu de distance, hein, forcément, il avance, hein, ça n'existe pas, hein, les joueurs qui perdent la balle tout de suite, tout le temps, c'est pas possible, donc il faut accepter, voilà, la joueuse en face est une bonne joueuse aussi, mais pour autant, voilà, les investir dans cette notion de reculer, et puis une fois qu'on s'est remis face, là, mettre beaucoup d'activité de bras, voilà, et ensuite sauter à la balle. On le voit, hein, cette joueuse, vous voyez, pareil, hein, elle est prête à reculer là-haut, elle se fait attaquer à droite, elle est prête à reculer, on va le revoir parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Elle est là, elle est ici, elle est en attitude, voilà, elle est prête à reculer, elle contrôle. Cette joueuse n'a pas franchi, garde le dribble, voilà, et pour autant cette joueuse ne se relève pas, voilà, elle revient, voilà, elle est prête à se faire attaquer et elle gère son duel comme ça. Moi, je trouve que cette image est vraiment très intéressante parce qu'on voit la joueuse qui est en permanence fléchie, qui est prête à se faire attaquer, prête à reculer, rester face, voilà, et qui derrière, bah, forcément, pousse son adversaire direct à trouver d'autres solutions, et en l'occurrence, 2 fois elle a essayé de l'attaquer, elle n'a pas franchi, il va falloir qu'elle essaye de libérer le ballon. Voilà, donc on essaie vraiment de les investir dans ce projet-là sur la défense porteur. C'est cette notion d'investissement dans un duel défensif. Voilà. Chercher à rester face, beaucoup d'amplitude, ne pas se livrer. Voilà, c'est vraiment ces notions-là qu'on enseigne tout le temps, ne pas se livrer, être prêt à reculer pour pouvoir réagir rapidement. Voilà un petit peu les notions que je voulais aborder sur la défense porteur et que nous on met en avant sur ces catégories-là. Très bien? Ouais, j'ai une petite question. Du coup, selon les profils de joueuses que tu as, est-ce que des joueuses qui sont très vite sur la vitesse de pied ou des joueurs qui ont des qualités physiques un peu plus importantes, tu leur demandes une pression différente, donc à réguler selon leur qualité physique, ou cette distance de bras te semble Non, logique pour tout le monde? évidemment que je montrais l'image tout à l'heure le garçon là, qui a intercepté la balle et qui est allé au lay-up. Ça, c'est un garçon que j'avais il y a 2 ou 3 ans, que tu connais, toi, Fabien, voilà, et qui avait justement cette capacité à être très vite sur ses appuis, à être très intense.
Et donc, évidemment, que ce genre de profil de joueur-là, tout de suite, on cherche à faire en sorte qu'il soit au contact tout le temps, qu'il cherche à mettre les bras, qu'il cherche à... Voilà, évidemment. Après, il y a des profils de joueurs et de joueuses qui, évidemment, seront plus lents sur leurs appuis. Et eux, sans les désinvestir de ce projet de duel défensif sur porteur de balle, on va petit à petit les amener à utiliser leur envergure. Voilà, et notamment cette envergure du bras. Voilà. Cette notion, et sur le haut niveau, on en parle souvent de cette notion, puisque forcément sur le haut niveau, si vous êtes en surpression tout le temps, c'est compliqué. Mais moi je pense par exemple à l'équipe de France, Andrew Albici, voilà, sur le porteur, c'est un savoir-faire qu'il a. Il va défendre très fort, il va mettre la pression, il est capable de mettre la pression sur tout terrain. Donc c'est des choses qu'on retrouve sur le haut niveau. Mais pour autant, on ne va pas demander la même chose, je sais pas moi, à Mustapha Fall, par exemple. Voilà, même si pour autant, on a vu encore vendredi qu'il était capable de switcher défensivement et de tenir un extérieur dans le switch défensif. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'il est capable d'utiliser son envergure. Évidemment, il ne va pas être en surpression et collé. Mais pour autant, chez les jeunes joueurs, je pense que c'est important, très très rapidement, de les sensibiliser à ce projet-là. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant en montrant ces images. C'était surtout de ne pas voir des joueurs défendre à 2-3 mètres, d'être tout raide et de mettre aucune activité. C'était surtout ça, je voulais essayer d'expliquer ce soir, dans le projet qu'on a mis. Une autre question qui arrive, qui est plus en relation avec les nouvelles règles et la règle du cylindre. Comment se toucher à la réception, presser et reculer par rapport à ce nouveau règlement de la gestion des contacts? Comment est-ce que tu l'envisages, ça? C'est toujours pareil. Je pense qu'il faut être capable de s'adapter à la règle. Voilà. Et si déjà nous, on dit à nos joueurs, attention là, on va vous siffler faute tout le temps, je pense que c'est un peu les désinvestir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mettre de la pression, être capable de toucher en réception, c'est basket. Être prêt derrière à reculer et au moment où on se fait attaquer par le défenseur, ouvrir les bras, prendre de l'envergure, ça c'est pas faute. Par contre, si au moment où on se fait attaquer, on n'est pas en flexion et nous on avance vers le porteur de balle et on laisse les mains sur le corps de l'attaquant, ça c'est faute. Voilà. Donc ça, pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ce qu'on essaye de leur enseigner. Mais pour autant, après, peut-être qu'il y aura certains arbitres qui vont prendre des fautes que d'autres ne prendront pas. Et c'est là où il faut jouer avec la règle. Tout le temps. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes joueurs. Voilà. Et on s'adaptera. Mais par contre, cette notion de s'investir dans ce projet-là, de mettre de l'intensité, voilà, d'être capable de défendre en mettant beaucoup d'énergie sur ces éléments-là. Et après, nous, on régulera. Et ça permettra en plus de faire de meilleurs attaquants. Chez les jeunes joueurs, encore une fois, je vous parle vraiment de ce qu'on met en place chez les jeunes joueurs. Voilà. Ça marche. Merci Julien, je te laisse poursuivre sur la... Je fais le lien après avec évidemment ce qu'on disait sur le haut niveau. Et c'est vrai que sur le haut niveau, il y a des constantes qui ressortent. Il y a une pression sur la balle qui est quand même présente. Voilà. Alors évidemment, après, c'est pas tout le temps une pression tout terrain. C'est une réalité. Mais moi, je regarde quand même pas mal de matchs, que ce soit Euroleague, voilà, Jeep Elite ou... Bon, je parlerai pas de la NBA, forcément, parce que là, quand même, de suite, je serais moins crédible sur les aspects défensifs, même si pour autant, quand ils arrivent en playoff, quand même, ils sont capables de bien défendre. Mais la pression sur la balle est présente. Bon, je me rappelle encore l'année dernière, je parlais d'Andrew Albici, mais face aux États-Unis, voilà, ça avait été l'équipe de France face aux États-Unis, ça avait été un bel exemple de projet défensif. Ensuite, ils sont capables de toucher les joueurs et notamment, ils sont capables de toucher les joueurs tout de suite sur les entrées de système. On voit que souvent ils sont capables de vite toucher là, sur leurs entrées de forme de jeu et notamment sur tout ce qui est démarquage des non-porteurs. Là, on le voit aussi même en NBA. Souvent quand on voit Stephen Curry, tout ça, les vrais shooters, pour se démarquer, ils en font. Voilà. Et on le voit évidemment, les Jesse Carroll, les joueurs comme ça en Euroleague. Et c'est vraiment contesté. Donc forcément, c'est une constante qu'on a aussi sur le haut niveau. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce lien, mais encore une fois, ne pas parler du haut niveau, et faire le lien avec le haut niveau, puisque forcément on forme les joueurs A, et dire que dès le plus jeune âge, je pense qu'on peut sensibiliser les joueurs.
sur ces notions-là. Et je pense, c'est d'investir dans un projet. Voilà. Et c'est surtout des comportements à ne pas avoir. Si je devais vraiment vous faire retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça. On doit être capable de défendre sur porteur de balle, quitte à se faire passer parfois, surtout au début, pour après pouvoir le réguler, plutôt que de rester à 3 mètres, de se protéger, d'être droit comme un i, de se relever, d'avoir les mains le long du corps et de se désintéresser de ce qui se passe. Voilà. C'est simplement ça que je voulais mettre en avant sur la défense porteur. Je vais faire donc maintenant le lien avec la défense non porteur. Donc c'est quelque chose que maintenant, je pense, on a l'habitude d'aborder. Voilà, je pense qu'au niveau fédéral, et puis même, on le voit sur tous les niveaux maintenant, c'est cette notion de défendre plusieurs choses. Voilà. Et là, évidemment, on commence à passer un palier, investir les joueurs et les joueuses sur ces notions de ne pas défendre que quand mon joueur a la balle. C'est compliqué, ça prend du temps, et il faut le répéter. Mais cette notion alors là j'ai mis un petit schéma que j'expliquerai un petit peu, mais que vous connaissez, c'est cette notion tout le temps que le jeune joueur ou la jeune joueuse va s'investir très vite si vous le mettez dans un projet défensif sur le porteur, vraiment. Voilà, elle va essayer de mettre de la pression, elle va essayer de tenir le duel, elle va essayer de mettre de l'activité de bras. Par contre, dès que son joueur va passer la balle, naturellement, le jeune joueur va se relever et va suivre son joueur sans s'intéresser au jeu. Voilà, c'est un comportement que je vois chaque année, tout le temps. Je vais montrer quelques images, pareil, pour étayer mes propos. Hein. J'essaie toujours vraiment de faire en sorte que ce soit clair pour ceux qui regardent ça. Là, on voit cette joueuse-là. Là. Donc cette joueuse-là a mis la pression sur la balle. Voilà, elle était au contact de sa joueuse, elle s'est même fait passer, elle a cherché à revenir, elle a cherché à reprendre. Et là, sa joueuse va passer la balle. Voilà, c'est des choses qu'on voit souvent. Hein. Et là, pour le coup, ce sont des joueuses du pôle espoir, hein, donc c'est des joueuses qui s'entraînent en plus fréquemment. Donc c'est pour dire que ce sont des comportements tout à fait naturels. Voilà. Et vous allez voir l'attitude de cette joueuse dès qu'elle va passer du statut de défenseur sur porteur de balle, où là vous voyez, elle essaie d'être au contact, elle cherche à reprendre, elle cherche à repasser devant, elle cherche à freiner le porteur de balle. Et tout de suite, là vous allez voir, elle va se relever, voilà, elle va complètement se désintéresser de tout, elle va regarder le ballon sans pour autant bouger, vous voyez, elle se désintéresse et voilà, elle a perdu le contact avec le porteur de balle. Voilà, donc cette image est plutôt assez pertinente, hein, c'est une image parmi d'autres que j'aurais pu vous montrer, mais c'est dire que voilà, naturellement, défendre sur non-porteur, ça demande aussi beaucoup de répétitions. Donc voilà, donc tout de suite, voilà, elle a fait un effort défensif sur le porteur de balle. Et puis derrière, sa joueuse est passée d'un statut à l'autre et elle s'est complètement relevée et elle a arrêté d'être activée. Voilà. Et donc, cette image est pour moi parlante et c'est pour ça très vite qu'on essaie de leur enseigner ces notions de ne pas être passif. À partir du moment où on défend, où la balle est en jeu, on défend. Voilà. Qu'on soit porteur ou non porteur, on défend. Donc on doit avoir des attitudes qui sont liées à ça. Ensuite, on essaie de leur enseigner un aspect très vite, c'est ne pas tourner le dos au ballon, ou très peu. Alors évidemment, des fois, sur des pics, sur des rotations, on doit, évidemment, il y a des séquences sur des backdoors où on va venir vite tourner le dos à la balle, en fermant, en mettant des envergures, mais essayer de faire en sorte de défendre face, de défendre avec de l'envergure et avec des attitudes, et être mobilisé constamment sur deux choses. À la fois défendre son joueur et défendre le ballon. Alors je pense que vous avez tous maintenant entendu parler de ce qu'on appelle la défense à hauteur. Donc là, le but, c'est pas de faire une intervention sur la défense à hauteur, c'est pour ça que j'ai mis le schéma. Mais là, par exemple, on voit que le porteur de balle, c'est la joueuse numéro 2. Mais on voit que voilà, qu'est-ce que la défense à hauteur? C'est être capable de se mettre quasiment sur la ligne de passe. Voilà. De se mettre à hauteur, c'est être sur la ligne de passe. Voilà. Et non plus se mettre à niveau. Se mettre à niveau, ça voudrait dire être en face de sa joueuse. Par exemple, ce défenseur-là serait ici, serait face à 1. Voilà. Ce joueur-là serait face à 3 quasiment. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, le porteur de balle, ici, aurait un boulevard. Voilà. Et l'idée, quand on parle de faire deux choses, de défendre à la fois son joueur et de défendre le ballon, c'est vraiment d'être capable de se montrer avec des envergures au porteur de balle quand on défend en situation de non-porteur, et aussi de pouvoir intervenir si ce joueur-là passe le joueur à mon adversaire direct. Voilà. Et donc c'est cette notion, pareil, de ne pas se mettre trop près de la balle non plus, parce que si on se met trop près de la balle, ça s'appelle une aide directe.
Voilà, ça s'appelle une prise à deux. Et là, bah, pour le coup, on va donner et on va prendre un tir. Voilà, et c'est pas non plus ça dans l'investissement du projet défensif qu'on veut, au contraire. Voilà. Et donc, par rapport à ces notions de faire deux choses à la fois, voilà, défendre son joueur et le ballon. Ah ben, alors je suis désolé, je ne trouve pas le dossier. Je vais aller le chercher. Si je le trouve. Voilà. Voilà. Donc cette notion-là, on voit, voilà, cette notion de défendre sur mon porteur. Voilà. J'arrête ici, vous voyez, le numéro 9 ici, voilà, le porteur de balle est ici. Voilà, son joueur est ici. Voilà, et pour autant, eh ben, il se montre avec des envergures. Alors après, on pourrait toujours discuter du fait qu'il n'est pas fléchi, du fait, voilà, mais en tout cas, il est face à la balle. Vous voyez, il a les appuis ouverts. Voilà, ce joueur, c'est la même chose. Et il va se déplacer en fonction du déplacement du porteur de balle. Si le porteur de balle va attaquer, eh bien, lui, il va faire le même déplacement par rapport à son joueur. C'est l'idée, c'est défendre à la fois son joueur pour cette notion de dissuasion. J'aime bien parler de cette notion de dissuasion et pas de notion d'aide. Si on parle d'aide défensive, hein, comme là on va le voir, hein, là forcément le porteur de balle est capable de se faire attaquer. Hein, quand on demande de mettre de la pression sur la balle, il faut accepter de se faire attaquer. Et pourtant, vous voyez ce joueur, voilà, il vient se montrer, il met le bras. Mais son adversaire direct est toujours au contact de l'attaquant. Donc c'est pas pour autant qu'ils vont le prendre à deux. C'est-à-dire que là, vous voyez, il va tout de suite, voilà, il va tout de suite rester à hauteur et ne pas être aspiré par le ballon. Et c'est pareil pour les autres joueurs de l'autre côté. Vous voyez, exactement la même chose. On se retrouve toujours dans la même situation. Vous voyez ce joueur-là qui défend sur le joueur qui est là-bas. Là, c'est la même chose. Et là, après, il peut intervenir. Alors évidemment, encore une fois, je vous montre des images où ça marche. Voilà. Mais c'est pour dire être capable de très vite les mettre sur un projet défensif où ils font deux choses. Là, c'est la même chose. Alors voilà, j'ai mis beaucoup d'images, j'ai mis beaucoup de traits. On voit ces joueurs. Donc le joueur là, qui axe avec son joueur est ici. Voilà, et il se met exactement entre la balle et son joueur. C'est la même chose pour le joueur qui défend sur le joueur qui est à 0 degré. Voilà. Et ce joueur-là, effectivement, pourrait monter un petit peu. Là, vous voyez, il n'est pas à hauteur puisqu'il ne coupe pas la ligne de passe. Mais pour autant, il se montre si jamais ce joueur-là voulait driver. Et c'est ça, cette notion de faire deux choses. C'est à la fois défendre son joueur et défendre la balle. Si ce joueur-là veut driver, ben, il voit face à lui un mur. Voilà. Il voit face à lui un mur, et un mur qui est capable de se déplacer et de voyager avec le ballon. Voilà. Donc là, évidemment, pareil, hein, l'utilisation de l'envergure, l'utilisation des bras, puisque c'est ça qui permet après, ouais, c'est la même chose, vous voyez, ce joueur-là, là, si ce joueur-là était à niveau de son joueur, là, lui, il aurait franchi et il aurait pu aller attaquer le cercle. Donc, et c'est lui qui va freiner le dribble ici. Voilà. C'est lui qui va freiner ici la volonté d'aller attaquer le cercle du porteur de balle. Et pour autant, il ne va pas le prendre à deux. Vous voyez, voilà. Il se montre. Simplement, il se montre. Voilà. Je trouve que cette image est très pertinente. Voilà. Ce qui fait qu'il freine le dribble derrière. Voilà. Et il donne envie au porteur de balle de donner la balle. Voilà. Et de lui interdire l'accès au cercle. J'aime bien parler, quand je parle de ces situations-là, j'aime bien parler de notion de dissuader. Voilà. Et surtout pas d'aider. Alors encore une fois, ça m'appartient hein, ce que je dis. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je dis juste que moi j'aime bien parler de dissuasion parce que quand on parle d'aide défensive, on déresponsabilise complètement le joueur qui défend sur le porteur de balle. Voilà. Et puis derrière, surtout chez les jeunes joueurs, il va se faire quoi? Il va ouvrir les appuis, il va crier aide. Voilà. Et c'est nous ce qu'on veut surtout pas dans le projet de jeu qu'on a en place. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer un petit peu sur la défense non porteur. Alors évidemment, là, on pourrait débattre pendant un moment, on pourrait faire une intervention beaucoup plus longue sur cet aspect-là. Mais c'est vraiment là l'idée de vous dire que très très vite, on essaie de montrer aux joueurs qu'ils sont capables de faire deux choses sur le terrain défensif. Ils sont à la fois capables de défendre leurs joueurs et ils sont à la fois capables de défendre le ballon. Voilà. Alors ça demande du temps, évidemment. Mais surtout, c'est pour éviter, vous savez, ces grands boulevards où on peut aller accéder au cercle tout seul. Parce qu'après, la réalité, c'est que quand on demande de mettre de la pression sur la balle, il faut accepter que des fois, notre joueur se fasse passer dans le duel. C'est ça aussi. Sinon, on ne demande pas de mettre de la pression sur la balle. Pas bien?
Ouais, j'ai une petite question. Donc, ou une petite remarque. On pourrait considérer un bon défenseur comme un surnom porteur, en tout cas, comme quelqu'un qui est capable de faire deux choses à la fois dissuader les intervalles pour le porteur du ballon et défendre son joueur en même temps. Et un mauvais défenseur, ça serait plutôt quelqu'un qui serait soit plutôt centré sur la balle, ou à contrario trop sur son joueur. Il n'y a pas de mauvais défenseur. C'est le fait de le répéter, de le pratiquer qui fait que progressivement, c'est un comportement. Après, évidemment qu'il y en aura qui auront un meilleur savoir-faire, qui auront une meilleure vitesse du pied, qui auront une meilleure vitesse de réaction, qui seront capables de couvrir plus d'espace. Donc forcément, ils se protégeront. Ça sera plus facile pour eux que d'autres joueurs qui auront plus de mal, qui auront plus de mal à se déplacer, à voyager avec la balle. Mais pour autant, plus on va répéter ces comportements, plus on va les réguler dans des attitudes, comme j'ai pu montrer tout à l'heure, cette jeune joueuse qui, une fois qu'elle a défendu le porteur, s'est relevée complètement. Voilà, plus forcément, on va faire d'eux de meilleurs défenseurs. Après, je ne dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais défenseurs sur ces aspects-là. C'est pas être un mauvais défenseur que chez les jeunes joueurs ne pas savoir faire ça. Au contraire, tu es le premier, Fabien, à savoir, hein, même sur les équipes de France Jeunes, que c'est encore difficile ce double projet. Voilà. Alors si en plus on rajoute le projet du rebond et des transitions, on a effectivement beaucoup de choses à emmagasiner. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc le lien ensuite, c'est ce que j'expliquais, cette notion de voyager avec la balle. Donc là j'ai montré quelques images. Euh, c'est j'ai montré quelques images sur voyager avec la balle, donc je ne vais pas les montrer. Mais derrière, le dernier aspect que je voulais voir aujourd'hui, que je voulais aborder avant de parler du rebond, ça pour moi c'est la finition, vraiment quand on défend, c'est tous les aspects liés à la transition. Et ça, dès le plus jeune âge, vraiment, on met vraiment l'accent là-dessus. Je sais que la défense non porteur, c'est plus difficile. Voilà. C'est pour ça que je l'ai abordé, j'ai voulu en parler parce que ça me paraît important. Ça me paraît important que très vite on soit sensibilisé au fait que on ne doit pas être collé à son joueur à l'opposé de la balle. Voilà. Qu'on doit être capable de couvrir les espaces. Voilà, ne serait-ce que ces notions-là. Et après, j'ai voulu les montrer par quelques images. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué dans les comportements que la transition défensive. La transition défensive, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi le cœur du projet défensif chez les jeunes. Et encore une fois, j'insiste, c'est pour moi. Voilà. C'est l'importance d'enseigner très vite plusieurs aspects. La capacité à réagir vite. Voilà. Enlever ce temps de latence entre les changements de statut. Alors qu'est-ce que c'est les changements de statut? Comme tout à l'heure quand je parlais de passer de défenseur porteur à défenseur non porteur et de voyager avec la balle, voilà. Là c'est exactement la même chose. C'est passer des statuts d'attaquant, par exemple, au statut de défenseur. Et c'est vrai que chez les jeunes joueurs, on le voit souvent ça, ils marquent un panier et puis derrière il y a les épaules qui se baissent, il y a les bras qui se baissent, puis pendant 1-2 secondes ils cherchent leur joueur. Et puis ils regardent un peu ce qui se passe, ou éventuellement chez les jeunes joueurs, ils regardent leurs parents dans les tribunes parce qu'ils ont marqué un beau panier, ou voilà, ces choses-là. Ou ils regardent leur entraîneur. Voilà. Et vraiment, moi, très rapidement, j'essaie de faire en sorte que ça, on enlève ces temps de latence. On va pas se comprendre que plus on va changer de statut rapidement, plus on va passer du statut de défenseur à attaquant ou d'attaquant à défenseur, plus forcément on va se mettre dans les meilleures conditions pour la performance. Voilà, je vais vous montrer une image, encore une fois, parce que bon, je parle, mais c'est bien de pouvoir voir ce que je dis. Donc là, voilà, on voit que les rouges ont marqué un panier. Voilà, et là, forcément, on voit qu'il y a toutes les joueuses rouges qui sont au rebond offensif, donc ça, c'est une bonne chose, puisqu'on le demande. Mais ces trois joueuses-là, on voit que voilà, panier marqué, elles vont avoir le temps de faire la remise en jeu, les bleus. Et pour autant, vous allez voir que voilà, elles regardent un peu à droite, elles regardent un peu à gauche. Voilà, sans pour autant transiter. Voilà, ce qui fait que la balle est vite rentrée en jeu. Voilà. Et surtout, il y a une joueuse qui a pu se projeter vers l'avant, et on va se retrouver d'une situation où on a marqué un panier, voilà, à une situation où on va en encaisser un. Voilà, et sans avoir pu défendre. Voilà. Tout simplement parce que le temps de latence de ces joueuses-là, voilà, dans la réaction, j'ai marqué le panier, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On transite, là on transite pas. Voilà. Et ce qui fait que elle a rentré la balle assez rapidement. Et derrière, elle, forcément, a pris l'information avec son projet vite vers l'avant, très très bien offensivement. Mais par contre, défensivement, voilà, c'est cette notion de transiter vite défensivement qui m'intéresse.
en montrant voilà, par cette image qui pour moi est assez révélatrice. Voilà, donc évidemment, ces comportements-là, on les régule par toujours pareil, hein, la capacité à mettre des situations en place où on traverse le terrain, où on change souvent de statut, mais ça chez les jeunes joueurs on le fait souvent, voilà, parce que des allers-retours il y en a beaucoup. Voilà. Mais par contre, c'est la capacité à réguler ça. Voilà, à les mettre face à leurs responsabilités là-dessus. Voilà, on perd la balle, tout de suite on va être capable de défendre. Voilà, tout de suite on va réagir. Voilà. Et j'aime bien parler de notion de défendre en avançant. J'en ai parlé tout à l'heure, Fabien, quand tu m'as posé la première question sur tout le terrain. Cette notion, que ce soit sur un panier marqué ou sur un rebond défensif de l'adversaire, ou éventuellement sur une balle perdue, donc sur une remise en jeu, ligne de fond ou touche, cette notion de vite aller sur ma joueuse en avançant et ne pas reculer. Voilà. Et par rapport à ça, derrière, être au contact dès le changement de statut. Tout à l'heure, il y avait une question qui était liée à ça. Ben, moi, chez les jeunes joueurs, c'est quelque chose qu'on met en avant, évidemment, voilà, tout de suite. Et par exemple, après un rebond défensif de l'adversaire ou après un panier marqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être au contact dès le changement de statut? C'est cette notion-là de tout de suite défendre en avançant, de tout de suite être aspiré par la balle. On le voit, voilà. Tout de suite, là, il y a la joueuse blanche qui prend un rebond défensif et on voit cette joueuse-là qui pourrait très bien faire comme les autres joueuses, c'est-à-dire reculer, repartir vers son camp, voilà, tout en ayant éventuellement un œil sur la balle, mais pour autant sa joueuse elle est là. Hein, pour autant sa joueuse elle est là. Elle a pris l'information et elle tout de suite, ben voilà, vous allez voir qu'elle va avoir le bon comportement, c'est de défendre en avançant, c'est d'être tout de suite au contact de sa joueuse. Et c'est la même chose pour la numéro 10 qui défend tout de suite sur le porteur de balle, qui lui force à lâcher la balle. Voilà. Et elle, ben voilà, tout de suite va défendre en avançant, et ce qui permet, ben, encore une fois, chez les jeunes joueurs d'avoir des paniers faciles. Voilà. Ensuite, on voit ici la même chose sur ces trois joueuses-là. Voilà, ces trois joueuses-là qui, vous voyez, là, on est sur une situation de panier marqué. Voilà, et ces trois joueuses-là, on le voit, hein, ces attitudes sont vraiment bonnes. Et encore une fois, ce sont des comportements qu'on enseigne, ça, parce que ça ne vient pas naturellement. Mais on voit que tout de suite, regardez les trois joueuses, immédiatement, qu'est-ce qu'elles font? Elles sprintent vers leur joueuse. Voilà, et elles sont en contact pour leur remise en jeu. Voilà, ça c'est excellent. Après, la remise en jeu, elle rentre, il n'y a pas de problème. Elles sont en contact. La même chose, panier marqué. Et vous voyez, cette image, pour moi, c'est la plus pertinente. Quand on voit cette joueuse qui les met sur les genoux, voilà, qui est fatiguée, qui ne participe pas au rebond offensif. Cette joueuse-là qui est très loin aussi. Et pour autant, vous voyez, le panier rentre, panier marqué, ben, l'information est prise. Voilà, hop, tout de suite, je défends. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais immédiatement plonger vite sur ma joueuse. Voilà, tout de suite, voilà, je vais sprinter et je vais être au contact. Voilà, et dès que la balle est rentrée, je suis au contact. Moi, ça ne veut pas dire que la balle ne rentre pas. Ça, c'est pas vrai. Et plus on monte de niveau, plus la balle rentrera et moins on piquera de ballon. Et l'idée, de toute façon, c'est pas la démarche. La démarche, évidemment, que chez les jeunes joueurs, ça nous permet d'avoir des paniers faciles, comme j'ai pu parler tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est de les mettre dans des comportements et dans des attitudes. Voilà. Et sur les transitions défensives, pour moi, ça me paraît vraiment très très important, cette notion d'être capable de défendre en avançant, d'être capable d'être tout de suite au contact. Voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, me paraît très très pertinent dès le plus jeune âge. Voilà. Les mettre dans ce projet de jeu-là très très rapidement. Et encore une fois, il n'y a pas forcément de savoir-faire pour l'instant là-dessus, juste avoir la volonté de. Dans la régulation, pour nous, bah, c'est aussi un petit peu plus simple. Voilà. C'est les amener à. Fabien, je te vois, Oui. je sais pas. Ouais, une petite remarque par rapport à l'anticipation du coup. Comment est-ce que tu le développes, cet aspect de gagner du temps dans les changements de statut pour être entre guillemets à l'heure au moment où le porteur du ballon va recevoir la balle ou ces éléments-là. Ce que je disais, beaucoup de situations traversées de terrain, beaucoup de situations sur demi-terrain où on transite. On fait beaucoup nous, de petits exercices où, par exemple, on appelle ça des main à main coach. On fait du 3-3 par exemple demi-terrain, ou du 2-2 demi-terrain, où bah, dès que l'équipe qui défend récupère la balle, elle doit très vite ressortir la balle sur le coach pour très vite réattaquer en sortant de l'espace à 3 points. Et ou sur des notions, par exemple, encore tout à l'heure, on faisait ce petit travail là où on a 3 équipes, donc il y a une équipe qui est en attente, et cette équipe qui est en attente, bah forcément dès que l'équipe perd la balle, elle sort. Et l'autre équipe doit rentrer sur le terrain. Et tous ces petits jeux là où tu dois vite rentrer sur le terrain, vite être activé parce que sinon tu prends voilà. Et surtout derrière, encore une fois, on peut mettre en place tout ce qu'on veut comme situation. Si on ne le régule pas, si la joueuse elle met 2 secondes à transiter et qu'on lui régule jamais,
qu'on la met jamais face à sa responsabilité, qu'on lui montre jamais d'image, elle le fera pas d'elle-même. C'est à nous. Voilà. Après, moi, des fois, quand on traverse le terrain, il y a des petits exercices très simples qui sont, par exemple, quand on siffle, l'équipe qui attaque pose la balle au sol. Et l'équipe qui défend la récupère et va attaquer. Voilà, des petits jeux comme ça. Des petits jeux où on favorise, en fait, les transitions. Voilà. Mais surtout, on le régule. On le régule et on leur montre ce qu'on attend. Voilà. Et ça me paraît vraiment quelque chose de fondamental. Dès le plus jeune âge, il faut, je pense, très très vite. Et quand on parle de transition défensive, évidemment, derrière, forcément, si on transite vite défensivement, on va développer une meilleure capacité de relance, une meilleure volonté de vouloir vite rentrer la balle, un meilleur savoir-faire technique offensif aussi. Tout est lié pour moi. Nickel. Merci Julien pour cette réponse. Je t'en prie. Voilà, et bon, après, voilà, c'est toujours ce que je disais à Fabien tout à l'heure, ces interventions, on aborde plus dans l'information, et voilà, après avoir montré quelques images, on va pas s'attarder plus que ça. La dernière chose sur laquelle je veux en venir sur le projet défensif chez les jeunes joueurs, mais j'en ai déjà parlé lors de ma première intervention, c'est pour ça que ça va peut-être être redondant pour certains qui ont vu ma première intervention, mais c'est quelque chose malheureusement d'incontournable. Enfin, malheureusement, moi je dirais heureusement, c'est le robot. Voilà, parce que trop souvent chez les jeunes joueurs et chez les jeunes joueuses, l'action se termine par un tir. Et malheureusement, c'est pas vrai. L'action, elle se termine par un rebond. Il faut être capable, pareil, de les mettre dans les meilleures conditions sur ces aspects-là pour qu'ils aient cette volonté forte de défendre une fois par attaque de leur adversaire. J'aime bien cette image tout le temps de leur dire que, surtout les jeunes joueurs, ils aiment attaquer. Donc moi, je leur dis toujours, vous aimez avoir le ballon, vous aimez attaquer. Donc forcément, tu vas prendre 3 rebonds off dans la tronche, tu vas défendre 40 secondes d'affilée chez les jeunes joueurs, c'est fatigant et c'est pénible. Voilà. Donc cette notion d'investissement dans le projet du rebond défensif. Voilà. Et ça me paraît évidemment aussi fondamental, parce que sinon vous allez passer votre temps à défendre. Voilà. Et au final, c'est pas ce que les jeunes joueurs en plus ils préfèrent. Mais encore une fois, quand on parle de haut niveau et de filière, sur le haut niveau, le rebond, il est primordial. Voilà. Une équipe qui est forte au rebond, voilà, évidemment, elle existe, des deux côtés du terrain. Donc très très vite, moi, ce que je veux surtout, c'est éviter les comportements passifs au rebond, défensifs. Voilà. Leur montrer que, voilà, c'est son DU13. Voilà, par exemple, on voit ce joueur-là, vous voyez, il défend sur le joueur qui n'a pas la balle, qui est non porteur à 0 degré, et là il y a un tir de son adversaire, voilà, il s'arrête de jouer, et son joueur il plonge au rebond off. Voilà. Ces notions-là, très très vite on essaye de les mettre aussi en avant. Parce que forcément, avoir un bon projet défensif, avoir un projet défensif fort, mais derrière se faire impacter au rebond off, fait que de toute façon, on va continuer à défendre. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, et là on le voit bien, hein, voilà, dans les comportements. Voilà, c'est la même chose ici. On voit ces deux joueuses-là bleues, on voit ces joueuses à 0 degré. Alors, on va voir que là il y a un tir. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez voir que ces deux joueuses-là elles vont plonger, et ces deux joueuses elles intéressent complètement de leur adversaire direct. Voilà, et ce qui fait que ça génère du rebond offensif. Voilà, et ça génère des paniers faciles. Donc bon, je pense que vous avez saisi le cœur de mon message. Et cette vidéo, bon, je l'avais déjà montrée de toute façon, donc encore une fois, je reviens sur des choses que j'ai déjà mis en avant, par contre, par rapport au rebond. Et ça me paraissait important, quand on parle de projet de jeu défensif, de ne pas terminer par le rebond. C'est important de terminer par le rebond, parce que pour moi, toutes les situations qu'on met en place, et ça j'insiste, et là on parle bien de formation d'entraîneur, on ne termine jamais par un tir. On termine toujours par un rebond. Voilà. Et donc des comportements liés à ça. Ça va bien? Ouais, j'ai une petite question qui est en relation avec le temps que tu consacres à la défense sur une saison. Quel pourcentage dans les temps d'entraînement tu y consacres et avec quelle régularité tu y reviens sur ces principes que tu nous as développés.
Alors, évidemment que je ne vais pas arrêter à chaque action sur ces principes-là. Évidemment qu'après, il faut qu'ils assimilent les choses et que petit à petit, on développe d'autres comportements. Mais ce qui est clair, c'est que euh, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement et qu'on essaye de faire évoluer au fur et à mesure. Voilà. Évidemment que tout ce qui est lié à la défense porteur, on va très vite le mettre en avant. On va très très vite travailler là-dessus parce que forcément ça va permettre de développer de l'agressivité offensive, ça va permettre de développer des savoir-faire techniques offensifs différents parce que comme je vous ai expliqué précédemment, on ne peut pas y revenir. La même chose pour le rebond. Voilà. Et évidemment qu'à chaque fois qu'on traverse le terrain, on met en avant les situations de transition, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est des choses qu'on répète. Après, je ne me formalise pas sur tiens, on va travailler de la défense sur tant de pourcentage. Encore une fois, parce que soit j'entraîne au pôle espoir, donc j'entraîne tous les jours, donc je pourrais dire que je suis privilégié, évidemment, puisque je les ai tous les jours, les joueurs et les joueuses. Donc forcément que je peux le répéter régulièrement. C'est une réalité. Et sinon, que ce soit sur les sélections régionales, sur les sélections de zone, sur tout ce qui est lié à la filière d'accession au niveau, ce sont des stages qu'on fait. Et clairement, sur des stages comme ça de 4 jours, j'y alloue, moi personnellement, au moins 60%. Voilà, de mon temps. Parce que de toute façon, derrière, je m'y retrouverai offensivement. Voilà. Surtout sur le premier stage. Et après, il y a aussi la sensibilité. Personnellement, ça c'est toujours pareil, il ne faut pas m'avoir vu jouer quand j'étais joueur, hein, parce que c'est toujours l'inverse de ce qu'on est, hein, mais je suis un entraîneur qui suis très sensible à la défense. Voilà, donc j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. J'y passe aussi du temps parce que voilà, je pense que ça permet de développer beaucoup de choses et ça permet aussi de développer, je pense, un vrai savoir-faire technique en attaque. Voilà. Mais évidemment, j'y passe pas tout mon temps. Après, quand on a la possibilité d'être deux, avoir aussi quelqu'un qui fait un focus défensif dans l'entraînement et un autre entraîneur qui a le focus sur l'attaque, aussi ça permet de continuer à faire avancer les gens, à les stimuler et à les garder concernés dans cette dimension-là en tout cas. Complètement. Et après, moi, je suis aussi, et je pense que ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup de monde travaille à deux ou peut-être à trois, mais au moins à deux. Et cette notion de, bah, on part sur un entraînement qu'on a préparé, ou peut-être que l'entraînement, évidemment, est plus à caractère offensif. Voilà. Mais c'est pas pour autant que individuellement, dans la régulation, le collègue entraîneur va pas pouvoir aller voir un joueur qui a pas fait son travail au rebond défensif, par exemple ou qui a transité à 2 à l'heure et qui a fait en sorte que son adversaire a mis un panier à 1 contre 0 dans la relance. Voilà, évidemment. Évidemment, je pense. Et moi, je suis très, très, justement, j'aime beaucoup ça. Bah, certains ont travaillé avec moi maintenant, hein. Et c'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis, il ne faut pas hésiter à avoir des régulations individuelles. Nous, on le fait beaucoup, nous, évidemment, au Pôle Espoir. On travaille beaucoup, que ce soit avec Flavien ou Jean-Pascal, et donc on est souvent deux sur la séance d'entraînement. Et pendant qu'il y en a un qui prend la séance, l'autre, pédagogiquement et dans les interventions et dans les régulations, va réguler individuellement, des fois pendant que l'entraîneur régule sur une situation globale. Voilà. Et va réguler individuellement. Ouais. Sur ces comportements-là. Encore une fois, ce sont des comportements qu'il faut réguler très vite. Merci Julien. Je laisse poursuivre dans les zones de Pour terminer, rebond. ben voilà, je pense que j'avais déjà abordé ça, la zone de rebond, la zone de box-out qui est plus sur les joueurs intérieurs. Voilà, même si chez les jeunes joueurs, on a moins cette dimension de joueurs intérieurs et joueurs extérieurs. Donc, on va plutôt parler des joueurs qui sont dans la raquette. Voilà, donc là, ça va être plus une notion de lutte, de contact, d'écran de retard. On appelle ça les box-out, pousser. Voilà, si mon joueur est passé devant moi, être capable de me sortir de la zone de rebond en le mettant dans la ligne de fond. Et après, ben, on a la zone intermédiaire, être capable de contester l'accès au cercle. Voilà, comme les images qu'on a vues, on avait des joueuses qui plongeaient à 0 degré et qui plongeaient de l'espace à 3 points jusque dans la raquette. Voilà. Et ces notions de contester, voilà, la gestion des postes extérieurs, de rester face, de dissuader. Alors, j'aime bien montrer cette image, je la trouve très très pertinente. Et dans les formations de joueurs, à chaque fois qu'on commence notre projet de jeu sur les sélections, moi j'aime bien montrer cette image dans les attentes que j'ai pour le rebond. Voilà. C'est cette notion là, vous allez voir, de ne pas être aspiré par la balle. On voit que le joueur qui va tirer, c'est le joueur qui est à 0 degré ici. On voit ce joueur là
qui défend sur le joueur qui est là. On voit juste son bras, donc qui est complètement à l'opposé du tir. Et pour autant, ben voilà, le jeune joueur, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Soit il fait rien, voilà, soit il fait rien. Voilà, souvent c'est ça. Soit ben, il attend que le ballon lui tombe dans les bras ou il regarde le panier. Voilà. Et évidemment, ben, ça c'est pareil, ce sont des comportements enseignés. Et là, vous allez voir que ben, voilà, ce joueur, qu'est-ce qu'il fait tout de suite sur la phase de tir? Ben, il va aller chercher visuellement déjà son joueur, quitte à tourner le dos au ballon. Hein, mais c'est pas grave. Et surtout, il va aller chercher le contact et rester face à son joueur pour pas qu'il l'impacte au rebond, pour pas qu'il lui passe devant. Voilà. Et il reste face, il le pousse, il est fléchi, il a l'avant-bras pour pas qu'il passe devant lui. Et pour autant, derrière, il va se retourner. Une fois qu'il l'a laissé derrière lui, une fois qu'il l'a laissé dans son dos, il va se retourner. Et là, il va gérer le rebond neuf. Alors évidemment, j'ai mis cette image parce qu'elle est très parlante et surtout, en plus, il prend le rebond. C'est toujours mieux dans l'intervention pour étayer mes propos de mettre une image de cette qualité-là. C'est pas tout le temps le cas, je vous rassure, mais pour autant, voilà, on voit un rebond propre qui permet une belle relance derrière. Et on insiste toujours et très vite avec nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses quand on monte par exemple sur un stage de sélection ou sur, voilà, ou sur un entraînement, sur cette notion voilà, de c'est pas grave c'est pas grave si tu n'as pas le rebond. C'est pas grave si toi tu n'as pas le rebond. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est que ton adversaire direct il ait le rebond offensif. Voilà. Et donc, tout ce qui est lié à ça, dans les comportements, voilà, donc comme je viens de vous montrer. Voilà. Et par rapport à ça, ben évidemment, il y a la communication qui est importante, hein, parce qu'on annonce les tirs, ce qui permet de générer tout ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, l'idée, pour terminer mon intervention défensivement, j'avais montré un petit peu la dernière fois, c'est que tout le projet de jeu défensif, ben, il se termine par un projet autour du rebond. Voilà. Parce que si mon projet de jeu défensif, c'est de faire ce que j'ai pu vous dire en préambule, défendre fort sur le porteur, d'être capable de dissuader sur mon porteur, d'être capable d'être activé, de ne jamais être passif, d'être capable de transiter vite, mais qu'au final, à chaque fois qu'il y a un tir, je me désintéresse de la balle, je me désintéresse de mon adversaire direct, et je laisse l'équipe adverse me prendre 35 rebonds dans le match, de toute façon, voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur cette notion de défendre une possession par attaque. Voilà un petit peu sur le projet de jeu. Avoir des rebonds propres derrière, ben, ça favorise un jeu de relance, évidemment, comme j'ai pu vous montrer l'image juste avant. Voilà. Et donc ça nous favorise aussi des paniers plus faciles. Voilà. Donc tout est lié pour moi. Et par rapport à ça, donc ça j'en avais parlé, hein, cette notion d'annoncer les tirs, cette notion de faire comprendre que on défend à 5, porteur, non-porteur, on transite à 5, et on gère le rebond défensif à 5. Voilà. Donc tout ça, bah, c'est de la répétition, c'est de l'habitude d'entraînement, voilà. C'est de la régulation pédagogique et de la régulation et de l'investissement du coach. Voilà. Mais pour autant, c'est pas forcément un savoir-faire technique. Voilà. Aller contacter son joueur au rebond, c'est pas un savoir-faire technique. Après, bah, des fois, il se fera passer, des fois, il en prendra plein la tronche et il se prendra un rebond pensif sur la tête. C'est comme ça. Mais en attendant, dans les attitudes, dans les comportements, voilà, c'est des choses qu'on peut très très vite obtenir. Voilà, en peu de temps. Sur ces aspects-là, encore une fois. Voilà. Et donc, pour terminer, je montre une vidéo de ce que nous on attend. Ce que nous on attend. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On voit que là, il y a un tir à 0 degré là-bas. Mais on voit que tous les joueurs, plutôt que de se retourner et d'attendre que le ballon leur tombe dans leurs bras, et malheureusement, c'est souvent comme ça chez les jeunes joueurs, et c'est une réalité. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est à nous après de gérer ça et de faire en sorte que justement, après, ils puissent s'investir dans ce projet-là et d'aller, vous voyez, tout de suite chercher le contact avec son joueur, boxer parce qu'on est dans une zone de raquette, là venir faire en sorte de toucher le joueur pour pas qu'il plonge au rebond. Voilà, pour le dissuader d'aller s'investir dans le rebond offensif. Voilà. Et ça c'est pareil, si vous ne demandez pas aux joueurs de plonger au rebond offensif à l'entraînement, bah forcément ils sont dans le confort, c'est toujours pareil. Voilà. Et donc derrière, voilà, ça permet après de pouvoir gérer un rebond. Voilà. Donc là je remonte l'image, voilà, c'est la même chose ici. Voilà, on voit là il y a tir et on voit que toutes les joueuses tout de suite
plutôt que de se retourner et d'aller vers le panier. Voilà. Et ça, ce sont des joueuses du 15. Hein. Voilà. Ce sont des joueuses du 15 voire du 14. Hein. Voilà. Même si là, il n'y a pas trop d'activité rebond off, encore une fois, j'en conviens. Mais c'est pour dire qu'elles, dans les comportements, elles sont amenées à ça. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de défense à hauteur, hein, de faire deux choses en même temps, donc j'aime beaucoup cette image, ça fait le lien, vous voyez, ce joueur-là, et ça sera ma conclusion. Voilà, ce joueur-là, là, qui est là, vous voyez, il y a un drive de ce joueur-là, bah lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce petit pas là, ce petit pas pour se montrer, qui fait que le joueur, bah, il va tout de suite arrêter de vouloir aller accéder au cercle, il va freiner, voilà, hop, voilà, et pour autant, il n'y a pas de prise à deux, voilà, cette notion là, que je parlais tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas de prise à deux, il a freiné le dribble, le joueur qui défend sur le porteur de balle a pu reprendre, va remettre de l'activité dessus. Après, il y a un tir, voilà, là, vous voyez, par exemple, il défend un petit peu loin, il y a un tir, voilà. Mais pour autant, regardez ce joueur, ce qu'il va faire. J'aime beaucoup cette image. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Voilà, il va aller chercher le contact, voilà, pour derrière gérer du rebond off. Et c'est pas grave si c'est pas lui qui a pas le rebond def. C'est pas lui qui a eu le rebond def. Vous voyez, les joueurs là, c'est pas eux qui ont eu le rebond def. Mais c'est pas non plus son adversaire direct. Et c'est ça dans la répétition d'entraînement, dans la régulation. Voilà. Et encore une fois, un projet défensif, ben, ça pourra forcément fonctionner que si on s'investit sur le rebond. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler le rebond, parce que pour moi, c'est un axe fort et un élément fondamental de la performance et dès le plus jeune âge. Voilà. En conclusion, alors je sais pas Fabien si tu as une question. Ouais, j'ai une petite question. Est-ce que tu imagines intégrer toutes les attitudes défensives dont tu nous as parlé à petite vitesse en échauffement pour travailler sur ces transitions défensives et sur les attitudes de bras, tous les éléments dont tu nous as parlé auparavant? Alors, en échauffement, hein, je parle bien en échauffement, il n'y a aucun problème pour mettre un peu ces notions-là sur le porteur de balle, défense porteur. Voilà. Des duels dans le 1 contre 1 sur des traversées de terrain par exemple, où on est capable de fléchir, de chasser la balle, d'être capable quand on se fait attaquer de reprendre, de se remettre face, d'ouvrir les bras quand on remet le torse et qu'il y a contact au torse, voilà, juste pour conditionner les joueurs. Mais pour autant, en échauffement, on ne pourra pas leur demander de mettre énormément d'intensité, puisqu'on est sur une phase, comme tu l'as dit, d'échauffement. Mais c'est pas grave, parce que dans les comportements, c'est intéressant, même sur des situations plus d'analytique, de faire comprendre aux joueurs que c'est quelque chose qu'ils doivent toujours avoir, et cette volonté de toujours vouloir être fléchi, de toujours vouloir chasser la balle, de toujours vouloir se remettre face au porteur de balle, d'être prêt à reculer tout le temps. Et après, c'est pareil, comment reculer? Voilà, il y a des joueurs qui seront équipés pour pouvoir reculer en poussant sur un appui. Alors c'est pareil, je ne vais pas démontrer, hein. Voilà, on est sur un live visio, mais hein, cette notion de pousser sur un appui pour reprendre. Alors je ne sais pas si on voit là, hein, mais cette notion là forte de pousser pour reprendre. Alors je me suis mis du mauvais côté, mais pousser sur reprendre, pousser sur un appui. Par exemple, pousser sur l'appui intérieur et vite pouvoir se remettre face. Il y a des joueurs qui seront équipés pour faire ça. Il y a d'autres joueurs, ils auront besoin de courir, sprinter pour se remettre face. Et il y a d'autres joueurs qui pourront faire ça en croisant les appuis. Ils vont croiser les appuis et pouvoir ensuite se remettre face. Donc ça, c'est pareil, on va pouvoir progressivement les amener à... Voilà. Et on va tenir compte évidemment de leurs aptitudes morphologiques. J'en ai discuté tout à l'heure. Mais pour autant, on les conditionne très vite et dès le plus jeune âge à s'investir défensivement, à avoir ces attitudes de flexion, à avoir ces attitudes de chercher à mettre de l'activité de bras, de chercher à ouvrir les bras quand on se fait attaquer, voilà, de les conditionner dans tout ce projet-là. Oui, voilà. Dès l'échauffement, bien sûr. Merci. Surtout sur porteur. Je te laisse conclure du coup Eh ben oui, parce que j'étais passé. sur ces belles démonstrations. Je peux pas faire mieux, je suis désolé. Hein, voilà. Écoute, bientôt on pourra retourner tous ensemble dans les gymnases et évidemment je montrerai à quel point j'étais un grand défenseur. Hein.
Donc, aucun doute là-dessus. et c'est pour ça, c'est pour ça. Chez les plus jeunes, l'aspect défensif de notre discipline est un élément fondamental à inclure dans son projet de jeu. Encore une fois, ça m'appartient ce que j'écris. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très rapidement, mettre l'accent sur la pression porteur de balle. Ça permettra de mettre les joueurs et les joueuses dans ces attitudes et de développer des qualités techniques individuelles offensives. J'en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé, je le répète, mais je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que si on met les joueurs et les joueuses en confort, c'est pas leur rendre service. Je suis convaincu que si, dès le plus jeune âge, on défend à 3 mètres, on régule jamais, on laisse le porteur de balle annoncer des 3, des machins, des têtes, des ce qu'il veut, de pouvoir faire des passes dans le confort, de pouvoir regarder tout ce qui se passe, le joueur qui fait ça, offensivement, je pense qu'il va être limité aussi. Voilà. Alors que, forcément, si on lui met un peu de pression, il va être obligé de faire la même chose, mais en ayant à gérer de la pression défensive, en étant capable de gérer des ruptures, de gérer des changements de rythme, de gérer des changements de direction dans le dribble, de chercher à avoir les épaules face, voilà, de chercher à voir ses partenaires, de travailler dans ses lâchers, voilà, à plus forte intensité. Donc, je pense que mettre l'accent sur la pression porteur, de toute façon, ça va générer beaucoup de choses. Et évidemment, quand on parle de tout ça, il y a un lien avec le haut niveau, puisque c'est quand même notre métier aussi. Hein, voilà, on a des joueurs quand même qui partent après dans la filière. Donc je ne peux que faire le lien avec ça. Sur le haut niveau international jeune, la défense et le rebond, c'est des priorités fondamentales. Voilà. Regardez les matchs un peu des championnats d'Europe. Fabien, tu peux en parler. Voilà. Je crois que l'équipe qui est championne d'Europe il y a 2 ans, elle a 50% de ratio offensif ou je sais plus au rebond, elle fracasse tout le monde, tu me diras mieux, mais voilà. Et ça défend très fort, ça défend très souvent tout terrain, ça s'organise autour de ça. Voilà. Dans tous les cas, ça défend pas à 4 mètres, ça défend pas en zone pendant 4 fois 10 minutes, même si pour autant je n'ai rien contre la défense de zone. Encore une fois, attention, ne me comptez pas, je pense que ça peut être même une bonne alternative parfois. Mais chez les jeunes joueurs, évidemment que c'est pas ce qu'on a. Voilà. Un petit peu pour ma conclusion. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces éléments et pour nous avoir partagé ta philosophie défensive qui te tient à cœur, en tout cas. Merci encore. Un petit peu, mais avec plaisir. Écoute, j'espère que prochainement, ça fait déjà 2 interventions où à chaque fois je dis j'espère que prochainement on pourra se voir tous au bord des terrains ou sur les terrains. Donc, vraiment, on va finir par dire qu'il faut que ça arrive. Voilà. Tout à fait. On espère vite pouvoir revenir dans les gymnases et pratiquer notre activité favorite auprès des jeunes, des seniors, le plus rapidement possible quand on sera débarrassé de ce virus. Donc, merci encore à toi, Julien. On va vous souhaiter une bonne soirée. Vous pouvez regarder les magnifiques démonstrations de Julien en replay sur YouTube si jamais vous les avez ratées. Voilà, donc merci encore à toi, Julien. Bonne soirée. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à vous. Salut Fabien. Ciao.